Je m'appelle Henri Moreau, j'ai 88 ans. Pendant 57 ans de mariage, je croyais être un bon mari parce que je n'élevais jamais la voix, que je subvenais à tout et que je rentrais chaque soir. Mais j'ai laissé ma femme, Marguerite, vivre avec un étranger, moi. J'ai bâti toute une vie sur la constance et le silence, et j'ai regardé mes amis perdre leur autonomie, l'un après l'autre. Je comprends enfin ce que j'ai mal construit. Je regrette de n'avoir jamais vraiment appris à lui parler. Je suis passé à côté de sa profondeur, et pendant des années, nous avons vécu ensemble dans une maison silencieuse et solitaire. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Tout a commencé environ 6 mois après ma retraite. J'avais été ouvrier du bâtiment à Paris pendant plus de 40 ans. J'avais bâti une vie tranquille avec Marguerite dans notre appartement du 11e arrondissement. Nous avons élevé 3 enfants. Nous avons un petit-fils, Théo. Je m'occupais, la menuiserie dans mon coin du salon, le bénévolat au centre socio-culturel du quartier, les parties de belote avec les copains. Je croyais qu'être un homme solide et constant suffisait. Mais quand le bruit des chantiers a disparu, un autre genre de silence s'est installé. J'étais à mon établi, en train de poncer une pièce de chêne. Marguerite était assise de l'autre côté de la pièce, à lire. Le silence n'était pas paisible, il était épais, il était lourd. Nous étions 2 îles dans la même petite mer. Je ne voyais pas le problème, pas jusqu'à un simple mardi. Je rentrais du bénévolat. Marguerite avait réorganisé tous les meubles du salon. Je suis resté sur le seuil, mon manteau encore sur le dos. J'ai regardé le canapé sous la fenêtre, les fauteuils déplacés. J'ai dit « c'est bien ». J'ai vu son visage se décomposer, l'espace d'une seconde. Puis elle a souri. Je pensais que la lumière serait meilleure ici. J'ai hoché la tête. J'ai accroché mon manteau et je suis allé à mon établi. Je n'ai jamais demandé pourquoi. Pourquoi elle avait besoin de plus de lumière. Ce qu'elle espérait en déplaçant tout. J'ai juste repris mon ciseau. Ce moment m'a hanté, mais c'est en la regardant avec Théo que j'ai vraiment vu le contraste. Il a 10 ans. Il racontait à Marguerite une histoire incroyable sur l'école, tout en bras et en enthousiasme. Elle était penchée en avant, écoutant comme si c'était la nouvelle la plus importante du monde. Puis Théo est parti, et la pièce s'est tue. Le silence lourd. Je voulais lui demander à quoi elle pensait, mais à la place, j'ai juste dit « il grandit vite ». Elle a hoché la tête, et c'était tout. J'ai porté cette solitude pendant des semaines, puis Marguerite a attrapé une mauvaise grippe. Rien d'alarmant, mais ça l'a épuisée. Pendant 1 semaine, j'ai tout fait. Les repas, les courses à la pharmacie. C'était étrange de prendre en charge les routines qu'elle gérait toujours. Lui préparer son thé exactement comme elle l'aimait. L'appartement semblait différent, comme si je n'y faisais que passer. Puis, un soir, en lui apportant son thé, tout a changé. Elle était calée contre les oreillers, l'air si petite. Je lui ai tendu la tasse. Ses mains se sont enroulées autour pour se réchauffer. Elle m'a regardé et a dit, très doucement, « Tu as été si gentil cette semaine, Henri. C'était comme retrouver mon ami. » Elle n'a pas dit « mari », elle a dit « ami ». Ce mot, il a brisé quelque chose en moi, comme une fissure dans un barrage. Je suis resté là, et j'ai réalisé que son ami lui manquait depuis très très longtemps. Et pour la première fois, j'ai mesuré le prix de mon silence. J'étais passé à côté de sa profondeur. Je lui avais fourni un toit, de la nourriture,
de la stabilité, je conduisais, je montais les escaliers, je faisais ma menuiserie, mais je ne m'étais jamais donné moi-même. J'étais tellement occupé à être fort et silencieux que j'avais construit une prison pour nous deux. L'autonomie, mon corps allait bien, mais mon cœur était en isolement. C'est là que tout a basculé. Le lendemain matin, j'ai préparé du café. Je me suis assis avec elle à la table de cuisine que nous avons depuis 40 ans. Mes mains tremblaient légèrement. Le silence était là, mais différent, comme quelque chose que je devais traverser. J'ai enfin demandé « Marguerite, pourquoi as-tu déplacé les meubles ce jour-là? Qu'est-ce que tu espérais ?» Elle m'a regardé longuement. Elle a posé sa tasse et a commencé à parler. Elle a parlé du long hiver qui assombrissait la pièce, de son envie d'attraper la lumière du matin sur son fauteuil quand elle lisait. Comment elle espérait donner à la pièce un air nouveau. Ce n'était pas une question de canapé, c'était une question d'espoir. Et j'ai écouté. Puis elle a dit autre chose. Je crois que j'avais envie de changer quelque chose, de voir si on s'en rendrait compte. Sans accusation, juste comme un fait. Et j'ai compris. Le « on », c'était moi. Cette première question, c'était comme forcer une porte rouillée, difficile. Mais une fois entr'ouverte, j'avais envie de la garder ainsi. On apprend maintenant ensemble. C'est maladroit, c'est lent. Certains jours, à mon établi, ponçant une planche d'érable, le vieux silence essaiera de s'installer. Mais maintenant, parfois, je m'oblige à lever les yeux. Je la surprends à regarder les oiseaux à la fenêtre, et au lieu de retourner à mon travail, je dis « Qu'est-ce qu'il y a dehors aujourd'hui ?» Et elle me parle des mésanges qui reviennent, ou de l'écureuil accroché à l'appui de fenêtre, ou je lui raconte quelque chose. C'est la partie la plus difficile. Un après-midi, je posais un assemblage à queue d'aronde et mon esprit a dérivé vers un chantier à la Défense, dans les années 70. On posait une poutre en acier par grand vent. Mon copain Marcel était à l'autre bout. Le vent l'a prise et pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait tous les deux basculer. On l'a sécurisé, on s'est regardé blanc comme des draps, puis on a éclaté de rire par pur soulagement. Je n'avais pas pensé à Marcel depuis des années. Il est parti il y a une dizaine d'années. J'ai regardé Marguerite qui reprisait une taie d'oreiller. Je pensais justement à Marcel Bonhomme, j'ai dit. Elle a posé sa couture. De ton équipe? Celui qui avait ce rire? Oui, le rire qui faisait vibrer les vitres. Je pensais au jour où on a failli être emporté par une poutre à la Défense. Et je lui ai raconté. Quand j'ai terminé, elle a dit « Tu aimais ce travail, n'est-ce pas? Même les moments de frayeur. » Personne ne m'avait jamais demandé ça. J'en avais toujours parlé comme d'un boulot. Oui, j'ai dit, vraiment. Ce n'est pas une question de grands gestes. On ne reste pas à parler toute la nuit, on est toujours nous. Mais c'est une question de petites questions vraies. C'est comme si on construisait lentement une nouvelle pièce dans cet vieil appartement que nous partageons depuis 50 ans. Une pièce avec des fenêtres. Cette prise de conscience a pesé sur moi pendant des jours. Je regardais Marguerite en face de moi et je ressentais une douleur. Je connaissais ses routines, sa tasse préférée, sa façon de fredonner quand elle se concentrait. Mais je ne connaissais pas ses pensées. Pas vraiment. Nous étions comme deux bibliothécaires minutieux dans la même bibliothèque, chacun gérant sa propre section, sans jamais emprunter les livres de l'autre. Le plus difficile était de savoir que c'était ma faute. Je me disais que j'étais introverti, que j'étais d'une époque où les hommes ne parlaient pas de leurs sentiments. Autant d'excuses, du bois pour élever le mur encore plus haut.
Puis est venu le moment décisif. C'était un jeudi. La pluie tambourinait contre la fenêtre. Marguerite lisait dans le fauteuil près de la nouvelle lumière. J'étais à mon établi, en train d'essayer de me concentrer sur un cadre photo pour Théo. Mais mon esprit n'était pas sur les angles, il était sur ce mot. Ami. J'ai posé mon bloc de ponçage. Marguerite? Ma voix semblait rauque. Elle a marqué sa page. Oui, Henri? Je ne savais pas par où commencer. Alors j'ai dit la chose qui me hantait depuis qu'elle avait été malade. Quand tu as dit ça, avoir retrouvé ton ami, depuis combien de temps était-il parti? Elle n'a pas fait semblant de ne pas comprendre. Elle a fermé le livre lentement. Elle a regardé la pluie, puis s'est retournée vers moi. Son expression n'était pas en colère, elle était juste triste, résignée. C'était pire. Longtemps, a-t-elle dit, avant ta retraite, je crois, peut-être même avant. C'était comme un coup, propre et silencieux. Pourquoi tu n'as rien dit? Elle a fait un petit mouvement d'épaule qui n'en était pas un. Je l'ai dit, Henri, de 100 manières, en déplaçant les meubles, en parlant de mon club de lecture, en te demandant comment s'était passée ta journée. Tu répondais « c'est bien » ou « ah oui ». Elle a marqué une pause. À un moment, on arrête d'attendre une réponse. On apprend à vivre avec le silence. Je suis resté là, les mains couvertes de fine poussière de bois. Je me sentais stupide, incroyablement, dévastement stupide. Tous ces moments ordinaires, c'était elle qui frappait à la porte. Et je n'avais même pas écouté. Je croyais être un bon mari, j'ai dit comme une confession. Pourvoir, être constant, ne pas faire de vagues. Tu l'étais, a-t-elle dit. Tu l'es. Mais un mari n'est pas un rôle, Henri, c'est une personne. Et la personne me manquait. Ça m'a brisé. Là, dans notre salon, avec la pluie sur les vitres, tous les regrets, toutes les années perdues. Lui avais-je jamais dit que j'avais peur quand l'argent était serré? J'avais fourni le toit, mais j'avais laissé le foyer en dessous se vider. J'ai tiré le tabouret et me suis assis, les épaules basses. Je ne sais pas comment faire ça, j'ai dit. C'était la chose la plus vraie que j'avais dite depuis des années. Je sais, a-t-elle dit, pas avec cruauté, juste honnêtement. Je le veux. Je veux être ton ami à nouveau, mais je ne sais pas par où commencer. C'est comme si ma voix s'était rouillée. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis, tu te souviens la première fois où tu m'as invité à sortir? J'ai dû réfléchir. Le café, rue de Bretagne. Tu étais avec une amie, moi avec Marcel et les gars du chantier. J'ai renversé mon café en passant devant votre table. Un petit vrai sourire. Sur toute ta chemise, tu étais tellement embarrassé. Mais tu es revenu quand même, avec une serviette, et tu as dit « Je m'appelle Henri, et je suis visiblement maladroit. Mais si vous me le permettez, j'aimerais recommencer et vous offrir un café qui reste dans la tasse. » J'avais oublié les mots exacts, mais les entendre d'elle, c'était comme regarder un film de quelqu'un d'autre, quelqu'un de jeune et courageux. « Tu as ri, » j'ai dit, le souvenir revenant. « Tu as dit qu'un seul incident ce soir suffisait, mais tu m'as donné ton numéro sur une serviette. Parce que tu m'as parlé, tu m'as regardé droit dans les yeux et tu as essayé. C'était maladroit, mais c'était un vrai effort. » J'ai compris ce qu'elle me disait. Il ne s'agissait pas d'être parfait, il s'agissait d'essayer. Même si on renverse le café, même si la voix est rouillée, il suffit d'essayer. J'ai regardé mes mains, puis les siennes. Je suis désolé, Marguerite. Je suis tellement désolé d'avoir arrêté d'essayer. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas dit « c'est bon »,
parce que ce n'était pas bon. Beaucoup d'années n'avaient pas été bonnes. Elle a juste dit « je sais ». Et dans cet instant, quelque chose s'est déplacé. Le poids était toujours là, le regret était toujours là, il le serait toujours. Mais ce n'était plus un mur entre nous. C'était quelque chose que nous regardions tous les deux ensemble. Nous avions enfin nommé la chose qui habitait notre appartement depuis des années, la solitude. Et rien qu'en la nommant, elle a perdu un peu de son pouvoir. La pluie continuait. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai posé la seule autre question que j'avais. « Qu'est-ce que tu lis ?» Elle a regardé la couverture. « C'est un roman sur une femme qui part en Italie après la mort de son mari. »« C'est bien, c'est triste, a-t-elle dit, mais c'est aussi sur le fait de recommencer. Ça me donne beaucoup à penser. Tu m'en parleras, un jour ?» Elle m'a regardé, les yeux un peu humides, mais elle souriait encore ce petit sourire vrai. « Oui, Henri, je t'en parlerai. » Ce n'était pas une solution magique, rien n'était réglé, mais pour la première fois depuis très longtemps, il me semblait que quelque chose était possible. La porte était ouverte, juste un peu, et nous nous tenions tous les deux du même côté. Nous nous tenons du même côté depuis lors. C'était il y a 1 an. La pluie va et vient, la lumière dans la pièce change. Certains jours, le vieux silence essaie de se faufiler, et parfois, il gagne pendant 1 heure ou 2. Mais maintenant je le reconnais. Je le vois pour ce qu'il est, un choix. Et je peux en faire un autre. Voilà ce que j'ai compris, assis dans cet appartement à 88 ans. L'autonomie, la vraie, n'est pas une liste de contrôle. Ce ne sont pas les 5 choses de cet article. Je peux conduire jusqu'au magasin de bricolage. Je peux monter l'escalier de notre 3e étage, même si c'est plus lent. Je peux gérer mes médicaments, cuisiner un repas simple, m'occuper de mes finances. Pour l'instant. Et j'en suis reconnaissant. Mais je croyais que cette liste était tout le jeu. J'étais la personne la plus dépendante du monde. Dépendant du silence, de la routine, de ne pas faire de vagues, prisonnier de ma propre idée de ce que devait être un homme, fort, silencieux, constant. Je donnais tout, sauf la seule chose qui comptait, une vraie conversation. J'ai construit, de mes propres mains, une belle cage solide, et je l'ai appelée une vie. Ce moment avec les meubles, avec Théo, et surtout avec Marguerite malade, qui m'appelait son amie, ces moments n'étaient pas seulement tristes, c'étaient des alarmes, et je dormais à travers elles depuis des années. Je suis passé à côté de sa profondeur, je suis passé à côté de ma propre vie aussi, parce que je ne la partageais vraiment avec personne. Je la traversais comme un fantôme dans mon propre foyer. Alors mon conseil, que vous ayez 28, 68 ou 88 ans, parlez. La vraie sorte, maladroite et difficile, celle où vous ne savez pas ce que vous allez dire ensuite. Posez la question qui n'a pas de réponse pratique. Pourquoi tu as déplacé les meubles ? Qu'est-ce que tu espères ? Quelle était la meilleure partie de ta journée ? De quoi as-tu peur ? Il ne s'agit pas de la réponse, il s'agit de la question. Il s'agit de se présenter et de dire « je te vois, je veux te connaître » et d'écouter, même si la réponse est difficile à entendre, même si c'est « j'ai été seul ». Ne faites pas mon erreur, ne confondez pas le silence avec la paix. Un mariage, une amitié, n'importe quelle vraie connexion, ce n'est pas une structure que vous construisez une fois et dans laquelle vous vivez ensuite. C'est une chose vivante. Elle a besoin d'air, elle a besoin de lumière, elle a besoin de mots. Vous avez aujourd'hui. Vous n'avez pas à réparer 57 ans de silence en un après-midi. Il suffit de commencer.
une vraie question, un souvenir partagé, un moment où vous posez le bloc de ponçage, ou le téléphone, ou la télécommande, et vous regardez la personne en face de vous et vous dites quelque chose de vrai. C'est difficile, ça vous semblera étranger, votre voix pourrait trembler comme la mienne. Faites-le quand même. Je ne peux pas récupérer ces années silencieuses avec Marguerite, c'est mon regret. Il sera toujours là. Mais nous avons maintenant. Et ce maintenant, où nous apprenons à parler à nouveau, mais plus précieux que toutes les années silencieuses et constantes qui sont venues avant. C'est brouillon et lent et beau. C'est le vrai travail. Et c'est ce qui garde mon cœur autonome, même quand mes genoux font souffrir. Cette chaîne est remplie d'histoires comme la mienne, des gens qui ont vécu longtemps et appris quelque chose à la dure, pour que vous n'ayez peut-être pas à le faire. Si mon histoire vous a touché, je vous serai reconnaissant de vous abonner. Activez la cloche de notification et laissez un commentaire ci-dessous. Y a-t-il un silence dans votre vie qui demande à être brisé? Une question que vous repoussez depuis trop longtemps? Je les lis. Ça m'aide aussi. Si cela vous a parlé, cliquez sur « J'aime » et partagez-le avec votre conjoint, votre ami, vos parents. Peut-être que ça leur donnera le courage de vous poser une vraie question à leur tour. Si vous avez votre propre histoire, quelque chose que vous avez appris sur l'amour, la perte ou simplement sur le fait de vivre, il y a un formulaire dans la description. Remplissez-le. Votre sagesse durement acquise pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin. Un livre qui m'a aidé à donner du sens à tout cela s'appelle « Le don du temps » de Johann Chittister. Pas un livre pour réparer les choses, un livre pour comprendre le temps qu'il nous reste. Je mettrai un lien dans la description si cela vous intéresse. N'attendez pas, ne finissez pas comme j'ai failli le faire, avec un corps en bonne santé et un cœur solitaire. L'autonomie ne consiste pas à tout faire seul, il s'agit de choisir avec qui vous partagez votre vie et de la partager vraiment. Commencez par une question, construisez ce lien. C'est la chose la plus importante que vous ferez jamais.